Salut à tous, aujourd'hui je suis content de vous retrouver, on va parler de l'UTMB et plus précisément du parcours de l'UTMB. Il y a quelques jours j'ai fait la reconnaissance complète du parcours avec mon pote Seb et donc l'objectif de cette vidéo c'est de vous partager un petit peu le détail du parcours, tronçon par tronçon, montée après montée, descente après descente, caillou après caillou. Donc j'ai fait moi la reconnaissance en 4 jours et donc je vais vous détailler tout ça au fur et à mesure avec pas mal d'images pour tout illustrer. C'est parti! Donc évidemment, pour simuler un départ officiel, on s'est rendu place du Triangle de l'Amitié à Chamonix. Bon, il n'y avait pas l'arche de départ, c'est pas grave, hein, il n'y avait pas la musique non plus, donc on s'est contenté de l'ambiance et du Mont Blanc qui nous regardait d'un petit peu plus haut pour lancer les montres et donner un top départ. Donc le départ, évidemment, il faut se simuler un petit peu l'ambiance. On part dans les rues de Chamonix, on part dans la grande rue traversante, la grande rue piétonne là. Donc là, c'est tout droit, direction Les Houches. Donc les Houches, c'est situé à environ 8 km. Donc dans un premier temps, on sort de Chamonix par le bitume, puis on va emprunter un petit sentier forestier qui est plutôt en faux plat descendant, donc qui se court très bien, qui se court même très vite. Donc faut faire attention peut-être de ne pas aller trop vite. Il y a quelques petits coups de cul, quelques petits mouvements de terrain qui peuvent ralentir un petit peu, mais c'est franchement une portion qui se fait très très facilement. Donc premier ravito après 8 km avant d'attaquer la montée sur le Déléveré. Première pente de cette UTMB. Donc les 8 premiers kilomètres très roulants, de Cham jusqu'aux Houches, légèrement faux plat descendant, quelques petites bosses mais vraiment rien de méchant. Et puis après le ravito des Houches, ça monte direction le Déléveré, je sais pas comment on dit, et ça monte fort, il y a des pentes bien raides, donc ça risque de calmer les ardeurs de beaucoup, donc voilà, faut être prévenu, c'est pas très long mais ça monte raide. Passé le col, on attaque la descente qui va nous mener à Saint-Gervais, au deuxième ravitaillement, au 21e kilomètre. Donc c'est une descente qui est assez rapide, car pas technique, donc on peut très vite arriver sur Saint-Gervais. Attention à peut-être pas trop s'emballer non plus pour ne pas se faire fumer les cuisses trop tôt, on n'est qu'à 21 km, donc il en reste encore un petit peu derrière. Passé Saint-Gervais, on va se rendre direction les Contamines, qui est le prochain ravito au kilomètre 31, donc 10 km plus loin. Ces 10 km sont encore une fois vraiment roulants, plutôt en faux plat montant, avec 1, 2, 3 petits coups de cul un petit peu plus prononcés, donc avec des montées qui sont là clairement un petit peu raides, mais qui durent pas longtemps et qui n'empêchent pas d'avancer rapidement. Après les Contamines, c'est pour nous la dernière portion avant la fin de notre première journée. Donc on a dormi au refuge de la Balme, qui est aussi un ravitaillement sur la course. Donc passé les Contamines, on a encore une fois une partie qui se court bien jusqu'à Notre-Dame de la Gorge. Et puis là on prend un petit sentier qui rentre dans les bois, qui s'élève vraiment assez fortement au début, dans des grosses dalles en pierre. Donc c'est la première portion un petit peu plus technique, mais c'est quand même un très grand chemin sur lequel on monte. Première portion assez raide, puis dans un second temps, ça vient diminuer un petit peu les pourcentages pour même finir par des petites portions de plat, voire même de plat descendant, avant de remonter sur le refuge de la Balme. Donc là, voilà, c'est une portion encore une fois qui se fait vraiment bien. Et nous voilà à la Balme. Fin de la première journée.
bonne sensation. Repos bien mérité, quand même. Dans un cadre exceptionnel. J2, départ du refuge de la Balme, qui sera aussi un ravito sur la course, qui est à peu près à mi-montée du col du Bonhomme, du col de la Croix du Bonhomme. Donc nous on a dormi là, ça repart dans le raid, ça repart dans le pentu, mais bon c'est normal, il reste je crois à peu près 500 mètres de dénivelé jusqu'au sommet, 500, 600, quelque chose comme ça. Et puis ben voilà, les conditions sont toujours excellentes, pas trop chaud, pas trop froid pour le moment. On va en profiter pour avancer un peu. C'est parti. La montée au col du Bonhomme est vraiment régulière, hein. Il n'y a pas de gros pourcentage, il n'y a pas de difficulté majeure non plus, le terrain n'est pas trop technique. Il y a des portions qui montent un petit peu plus, puis des petits replats, puis ça remonte. Donc ça s'enchaîne plutôt bien. Bon, si on ne tient pas compte de la ligne haute tension, bam, on tombe là-dessus là. Ah, c'est beau, hein. C'est très beau, c'est très beau. Bon, pour la plupart non, je pense que pour tout le monde ça se fera de nuit de toute façon ça, donc profitons-en maintenant. Arrivé au col du Bonhomme, c'est pas tout à fait fini encore, il faut monter au col de la Croix du Bonhomme qui est un petit peu plus haut, je sais plus, je crois que c'est 100 ou 150 ou 200 mètres de dénivelé en plus. Ça se fait plutôt bien aussi, c'est quelque chose plutôt en balcon, donc là il y a plus de pierres, c'est un tout petit peu moins roulant, mais le fait que les pourcentages ne sont pas élevés, on avance quand même plutôt bien. Et arrivé à ce col de la Croix du Bonhomme, et bien là on bascule pour redescendre direction l'Échapieux, qui sera le premier gros ravitaillement à 50 km depuis le départ. La descente vers l'Échapieux, c'est vraiment une descente qui peut être très rapide. Il n'y a vraiment pas du tout de problème technique. Alors le chemin n'est pas forcément très grand, mais c'est un chemin qui descend vraiment très bien. Donc vraiment là ça peut gazer très fort pour arriver au Chapieux. Après le ravitaillement d'Échapieux, qui se retrouve vraiment dans la cuvette, on va avoir environ 2 km de route qui s'élève très légèrement, puis on va prendre un chemin sur la droite qui va suivre en fait la route un petit peu plus à l'écart de l'autre côté de la rivière. Et ce chemin, c'est pareil, il est légèrement montant globalement jusqu'à la ville des Glaciers. Il y a quelques petites bosses, ça monte, ça redescend, mais c'est globalement montant. Ce chemin, il va donc continuer jusqu'à la ville des Glaciers, qui marquera le début vraiment du col de la Seigne. Donc le col de la Seigne, ça commence plutôt tranquillement, c'est pas une montée très difficile, il n'y a pas d'énormes pourcentages, par contre c'est une montée qui est assez longue, qui est assez usante, qui est assez fatigante quand même, donc voilà, faut y aller quand même plutôt tranquille je pense dès le début, parce que sur la longueur, c'est quand même une montée qui peut être assez éreintante. Arrivé au col, nous on s'est un petit peu loupé. Normalement on doit redescendre un tout petit peu puis prendre sur la gauche pour monter aux pyramides calcaires, sauf qu'on n'a pas pris, on a loupé le chemin en fait, on est descendu directement au refuge, c'est Elisabetta je crois à cet endroit là. Donc normalement on doit après le col de la Seigne redescendre un tout petit peu puis prendre sur la gauche pour faire le tour là, de ce gros roc. Donc c'est reprendre à peu près 200 mètres de dénivelé sur le plan, donc s'il y a une petite remontée voilà, aux pyramides calcaires avant de redescendre par le refuge Elisabetta qui va nous mener jusqu'au lac Combal, un petit peu plus bas là, dans cette belle vallée qui sera aussi un lieu de ravitaillement.
Donc le ravitaillement au lac Combal, il a lieu au kilomètre 65. Du coup, je pense qu'il faut quand même faire un petit peu attention à ce tronçon l'Échappieux lac Combal, qui est quand même assez long, 15 km avec la longue montée du col de la Seigne. Mine de rien, le petit radar là, qui remonte sur les pyramides calcaires. Donc peut-être faire attention à tout ce qui est gestion du ravitaillement, avoir suffisamment d'eau, suffisamment à manger, parce que c'est un tronçon qui peut être assez long à parcourir. Après le ravitaillement du lac Combal, on est sur cette petite vallée là qui est vraiment très jolie, vraiment magnifique. C'est 2 km, de bons kilomètres à plat là sur un chemin large en pierre blanche là, avant de remonter sur la droite direction l'arête du Mont Fabre. La montée à l'arête du Mont Fabre, elle est un petit peu plus technique que celle qu'il y a eu avant, mais sans être non plus extrêmement technique. C'est quelque chose qui se monte bien parce qu'en plus elle n'est pas trop longue. Et puis une fois qu'on arrive au sommet, on bascule et puis là c'est la redescente direction Courmayeur. C'est une descente qui, si on va jusqu'à Courmayeur, fait environ une dizaine de kilomètres. Nous, on s'est arrêté à peu près à la moitié. D'ailleurs, il y a un ravitaillement à la moitié, là, c'est le ravitaillement de Maison Vieille. Nous, on s'est arrêté juste après Maison Vieille, c'est un refuge qui s'appelle le Randonneur. Donc voilà, on est redescendu jusque là, 5 km, et puis on a enchaîné la fin de la descente le lendemain matin. Et nous voilà dans le J3. J3, on est descendu du refuge du Randonneur ce matin. Petite descente comme d'hab, bien roulante, histoire de réveiller les quads. Et puis là on a fait un petit arrêt au stand à Courmayeur, histoire de se trouver à manger pour ce midi. Du pain, du fromage, petite saucisse, des fruits. Et là on repart donc direction Bertonne. Bertonne, en sortant de Courmayeur, là il y a un moyen long passage de route avant de reprendre un chemin sur la gauche. C'est pas hyper fun, ça monte sur la route, mais bon, ça permet peut-être, si on a fait une bonne pause à Courmayeur, de repartir tranquillement sans trop se soucier de là où on met les pieds. Et on avance pour quand même manger 800 mètres de dénivelé avant Bertonne. Voilà, et là on n'entend plus rien. C'est parfait. On se refait un point un peu plus tard. Allez, regardez ça. Bon, petit débrief de cette montée depuis Courmayeur, tout là-bas. Montée très sympa, très jolie. Dans la forêt, dans les racines, dans les cailloux. Un peu plus technique que ce qu'on a connu depuis le début, mais ça fait du bien. C'est vraiment sympa, très joli, sous les pins là. Jusqu'au refuge de Bertonne, donc c'est à peu près 800 mètres au-dessus de Courmayeur. Ça monte, ça monte bien, mais c'est quand même assez un peu plus technique. Et puis encore un petit raidillon là après le refuge pour arriver là où on est. Et puis là on va commencer un petit peu la partie en balcon, où sur la carte on a l'impression que c'est à peu près plat, mais à mon avis on va se faire surprendre avec pas mal de petits up and down. Donc on va aller voir tout ça. C'est parti! Et nous revoilà dans le début de la montée au Grand Col Ferret, qui sera le deuxième bon morceau de la journée. Début de montée très raide quand même. Là il y a un petit balcon et a priori on va se rediriger par là-haut là, si on en suit le chemin. Donc ça va remonter un peu raide.
Mais là surtout, ouais, j'ai pris la caméra parce que voilà. Là quand même, depuis le col de la Seigne jusqu'à Courmayeur, en descendant, en remontant ce matin au refuge Bertonne, toute la partie un peu en balcon, il y a une vue mais géniale. Normalement il y a quand même beaucoup de gens qui vont faire ce passage de jour, donc profitez-en, c'est le moment d'ouvrir les yeux, parce que mine de rien, le passage de Bertonne jusqu'au début là, du Grand Col Ferret, c'est plat, enfin c'est plat, ça monte, ça descend, c'est pas très difficile, mais ça prend du temps quoi. Hormis devant où ils vont avaler ça là comme des goulus parce qu'ils courent à 1000 à l'heure, mais pour le commun des mortels, ça va être une portion assez longue. Mais si on n'est pas trop mal, voilà, ça va pas taper trop dans les réserves, donc ça devrait le faire. Donc là voilà, j'en profite pour papoter parce que c'est un peu plus cool là dans la montée. Et puis bah on va aller regrimper dans pas longtemps, là, dans 5-10 minutes à mon avis, 5 minutes même. Ça repart. Allez, à toutes. Donc la montée au Grand Col Ferret, c'est quand même une montée qui est éprouvante, surtout qu'il ne faut pas oublier que là on va être à environ 100 km de course, donc les organismes commencent à être bien attaqués. Donc c'est vraiment une montée qu'il faut gérer, ne pas partir trop vite, vraiment se mettre, je pense, dans un contrôle, dans une aisance sur le début, parce que pareil, elle est assez longue cette montée-là, et donc si on veut pouvoir engager derrière un petit peu plus avec la longue portion de descente qui s'ensuit, il faut garder un petit peu de réserve. Cette longue portion de descente, justement, elle fait environ 20 km. Alors heureusement, il y a un ravitaillement à la Foulie, à peu près à la moitié de la descente, qui fait vraiment du bien, qui va permettre de stopper un petit peu, de couper un petit peu l'effort excentrique de descente. Sur cette première partie de la descente là, du Grand Col Ferret à la Foulie, on débute sur un sentier qui est dégagé, puisqu'on est quand même à plus de 2500 mètres là, au Grand Col Ferret. Donc ça descend tranquillement en lacet, et puis la fin se fait un petit peu plus en sous-bois, donc ça commence à redevenir un petit peu plus technique, un petit peu plus joueur, avec plus de racines, plus de cailloux. Mais c'est un sentier qui est vraiment sympa, c'est un coin qui est vraiment très joli. Donc je suis désolé, j'ai un petit peu moins d'images sur cette portion-là, parce que après le Grand Col Ferret, dans la descente là vers la Foulie, j'ai eu des petits soucis un petit peu intestinaux, donc ça m'a bien perturbé, ça m'a causé pas mal de fatigue, donc c'est vrai que j'ai moins pris la caméra, donc moins d'images du Grand Col Ferret jusqu'à l'arrivée. Après la Foulie, du coup, au kilomètre 109, il y a vraiment beaucoup de passages en forêt jusqu'à Champey, et c'est vraiment très beau. Moi, j'ai trouvé vraiment ce passage super sympa. Il y avait ce passage là avec on a l'impression d'être sur une petite crête là avant Champey, c'est assez incroyable. On se demande même si c'est naturel ou pas. Donc ça, c'est vraiment chouette, ça descend bien, et il faut pas négliger la petite bosse, et encore je dis petite parce que je pourrais dire un petit peu plus que petite, mais la dernière bosse qui monte à Champey, voilà, elle est quand même assez intéressante, elle est quand même assez raide, pas très longue, mais il faut pas la sous-estimer parce qu'elle peut faire mal aux pattes, surtout après justement ces 20 km où on est descendu, où on a eu un rythme et une vitesse de déplacement qui était sans doute un petit peu plus élevée. Là, de reprendre un petit mur, ça permet de calmer tout le monde, de remettre tout le monde d'accord avant d'arriver au deuxième gros ravito qui est celui de Champey. Pour nous à Champey, c'était donc la fin du 3e jour, c'est là qu'on a dormi avant d'attaquer la dernière journée et la fin du parcours. Je crois qu'il faut quand même bien prendre le temps de se refaire, se restaurer, de se mettre dans de bonnes conditions pour la fin du parcours à Champey, parce que même si on est pressé, on sent que la fin est proche, il reste quand même 3 bons gros morceaux à se farcir pour la fin, et voilà, ce serait dommage de partir un petit peu pressé et de ne pas avoir fait le plein d'énergie à ce moment-là, avant ces 3 dernières difficultés. En sortant de Champey, on a une route qui descend légèrement jusqu'à Plan de l'Eau, une route qui se transforme en chemin forestier, et puis progressivement ça commence à se relever, à remonter en termes de pourcentage pour aller direction la Giette.
Donc la montée de la Giette, c'est voilà, c'est très progressif dès le début, ça commence avec des petits pourcentages, puis ça augmente, jusqu'à avoir des passages qui sont quand même très raides, très engagés, avec pas mal de cailloux, pas mal de racines encore une fois. Donc vraiment la dernière partie du parcours est la partie la plus technique hein, par rapport au début, qui est sur des sentiers beaucoup plus roulants. Donc là, la montée vers la Giette, il y a vraiment un passage où ça devient assez raide, où ça monte avec des gros pourcentages, avant de se recalmer un petit peu sur le sommet, et puis basculer après direction Trian, ou Trient, je ne sais pas comment on dit. Donc le début de la descente est plutôt roulant, ça descend tranquillement jusqu'au col de la Forclaz. Et passé le col de la Forclaz, on a ce petit passage là sur la passerelle qui est vraiment très jolie, là, qui nous donne vue sur la vallée, qui nous donne vue d'ailleurs sur le prochain ravito dans le trou. Et c'est là qu'on se voit que ça va quand même bien descendre là jusqu'à Trient. Et donc cette portion elle est dans les bois, c'est un petit single assez technique, assez sinueux, ça descend très fort et puis à l'arrivée au ravito on ne peut pas se tromper, hein, c'est celui qui est à côté de cette petite église rose qui est assez atypique, qui est assez jolie, et donc voilà, c'est ravito dans la cuvette. Ce ravito il est donc situé au kilomètre 140, juste à côté de l'église comme je disais, et après on va partir sur la route, il y a peut-être un bon kilomètre et demi, 2 kilomètres de route, avant de prendre un chemin à droite, où là, on sait comment ça va se passer, hein, il n'y a qu'à regarder et qu'à lever les yeux. Alors ça dépend si on est de jour ou de nuit, mais on voit bien qu'il y a un sacré mur à passer, et donc là, je pense que c'est peut-être les plus gros pourcentages de pente qu'on a depuis le début de la course. Il y avait vraiment une montée en lacet très serrée, il y a pas loin de 700 mètres de dénivelé je crois, qui se fait vraiment très raide, donc c'est pas très long parce qu'on monte vite, mais enfin on monte vite en termes de dénivelé, donc du coup c'est pas très long, mais par contre c'est vraiment raide. Comme pour la Giette, la toute fin de la montée est un petit peu plus cool. Les derniers 100 mètres de dénivelé sont plus faciles et se font de façon très progressive avant de basculer pour redescendre sur Valorcine. Donc je ne sais pas si c'était mon état de fatigue à ce moment-là, mais c'est vrai que j'ai pas forcément trop apprécié la descente à Valorcine. Je l'ai trouvée assez longue avec une première partie pareil plutôt dégagée sur le haut parce qu'on est encore en altitude, avec des grands lacets, des chemins avec quand même un petit peu de pierre, avant de finir dans des chemins un peu plus en sous-bois qui sont sans doute un petit peu plus joueurs et un petit peu plus sympas. Arrivé à Valorcine au kilomètre 150, voilà, je pense qu'on est content de trouver un ravitaillement, mais on sent que la fin est proche, on sent que ça arrive, on va rentrer dans les 20 derniers kilomètres, mais voilà, faut quand même rester encore lucide parce qu'il reste un dernier gros morceau avec la montée de tête au vent, donc bien prendre le temps quand même de se recharger, de faire le plein d'énergie à Valorcine. Après le ravito, on suit un petit peu le cours d'eau là qui passe. Donc c'est une portion là, c'est un petit peu un faux plat montant là jusqu'au col des Montets, avec 2-3 petits passages un tout petit peu plus prononcés. Mais pour ceux qui ont encore de l'énergie et puis pour ceux qui seront devant, c'est sans doute un passage qui va bien se courir. Donc on arrive au final très vite au col des Montets. Attention quand même à ne pas se cramer sur cette portion roulante, parce que la montée à tête au vent depuis les Montets, c'est quand même un sacré morceau, et alors je sais pas si c'est parce qu'elle est placée à ce moment-là de la course qu'elle paraît être peut-être la plus dure du parcours, mais clairement, je pense que pour la plupart des gens, ça va être le passage, un des passages les plus durs de la course, parce que voilà, c'est une montée qui est très raide, qui est technique, on est dans les pierres, il y a beaucoup de passages de marche au final, avec des écarts de dénivelé entre les pierres, donc c'est forcément une montée qui est quand même très éprouvante. Pareil, elle se fait plutôt en 2 fois, je dirais, une première portion du col des Montets, jusqu'à 450, 400 mètres de dénivelé plus haut, où ça monte vraiment très raide en lacet dans les pierres, et puis une dernière partie jusqu'à tête au vent qui est beaucoup plus progressive, qui est beaucoup moins, avec des pourcentages de pente qui sont beaucoup moins importants, mais qui reste dans un terrain qui est pas roulant avec toutes ces pierres. Une fois qu'on est à tête au vent, on tient en général le bon bout. En plus, on a la chance quand on est à tête au vent de voir la Flégère au loin, donc on se dit c'est pas loin, mais finalement c'est quand même pas si proche que ça. C'est quand même plutôt descendant hein, pour aller jusqu'à la Flégère, donc on peut descendre. C'est un petit sentier, il y a encore des pierres, c'est pas le sentier le plus roulant, mais ça se descend bien. Il y a 2-3 petites remontées à quelques moments, et le dernier petit coup de cul avant le ravitaillement de la Flégère. Mais voilà, c'est une portion qui se fait normalement quand même plutôt pas trop mal. Et enfin, en arrivant à la Flégère, là ça y est, on tient vraiment le bon bout, on est à 8 km de la fin, il y a
plus de dénivelé, il n'y a plus que de la descente. En plus, hormis la toute première partie après le ravitaillement où c'est très raide là sur la piste de ski, derrière c'est un chemin qui est vraiment super agréable, qui est une pente relativement douce, qui se descend, qui se court bien, avec un petit peu de racines, un petit peu de pierre, mais c'est très joueur et vraiment pour ceux qui ont encore un petit peu d'énergie, on va vraiment pouvoir se régaler. En plus, il y aura l'adrénaline un petit peu de la fin de course, donc il y a vraiment moyen de se faire très plaisir dans cette dernière descente qui nous ramène sur Chamonix. Donc c'est un petit peu comme ça que s'est terminée notre session là sur 4 jours. On est revenu place du Triangle de l'Amitié. On a coupé les montres, on a bu un coup, on a mis les pieds dans la fontaine, et puis maintenant ça va être temps de récupérer et de bien assimiler tout ce bloc d'entraînement. Me concernant, c'était la fin d'un gros bloc d'entraînement. J'avais fait le tour du Mont Blanc à vélo quelques jours avant, donc j'avais déjà de la fatigue un petit peu accumulée. C'est vrai que là, je suis sorti vraiment de ces 4 jours vraiment cuit, vraiment lessivé. Donc là, ça va être grosse période d'assimilation, grosse période de recharge, avant de remettre un petit peu d'entraînement et puis de commencer vraiment bien l'affûtage avant la course. Globalement, qu'est-ce que j'ai à retenir de ce parcours? Donc c'est vrai, c'est un parcours qui globalement est très roulant, qui est très rapide. Il y a assez peu de portions vraiment techniques où on se sent limité par le terrain. Vraiment, si on est un bon coureur, si on est quelqu'un qui court beaucoup sur les courses, on peut se régaler sur l'UTMB. C'est aussi à double tranchant, c'est que mine de rien, même si c'est roulant, il y a quand même 170 bornes, il y a quand même 10 000 mètres de dénivelé, donc faut savoir aussi peut-être s'économiser sur le rythme de course, ne pas aller trop vite, rester dans un niveau de confort sur la course suffisant pour pouvoir encaisser et pouvoir relancer en fait à chaque moment de la course, parce que même quand on est à 140, à 160 km, il y a des portions où on peut relancer. Je pense que c'est un parcours où on a besoin d'arriver vraiment prêt au niveau musculaire, parce que le fait qu'on puisse courir régulièrement fait qu'on va avoir une vitesse plus élevée, et puis ces longues descentes qu'on peut vraiment bien courir, c'est une composante excentrique sur nos quadriceps qui va être vraiment très importante. Donc vraiment, je pense qu'il faut être bien prêt au niveau musculaire, notamment au niveau des quadris, pour aller se lancer sur l'UTMB. Par contre, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable, c'est que voilà, le tour de ce massif, il est juste incroyable. On passe par des paysages qui sont absolument dingues. Donc voilà, j'invite vraiment tout le monde, que ce soit les premiers de la course, le milieu de peloton ou les derniers, de prendre le temps de regarder, puisque je pense que la plupart des trailers, si on fait ce sport, c'est aussi pour le contact avec la nature, avec l'environnement qui nous entoure. Donc prenons le temps, même si ça va vite, même si c'est une course où on peut aller vite, prenons le temps de lever les yeux, parce que franchement, il y a un spectacle qui se passe autour de nous qui est juste incroyable. Donc voilà, on aura de la chance de participer à cet événement, on aura la chance d'avoir presque le circuit qui nous est privatisé, en tout cas où tout sera organisé pour qu'on puisse avancer au plus vite sur ce circuit. Donc profitons-en, levons les yeux et puis profitons du moment. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va terminer cette vidéo. J'espère que tout le monde se sent bien dans sa préparation, que tous ceux qui vont préparer l'UTMB, mais aussi la CCC, puisque au final, la partie Courmayeur, Champais-Chamonix, on l'a reconnue. Donc pour tous ceux qui préparent la CCC, je pense que cette vidéo elle pourrait être intéressante également. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de préparation, un excellent affûtage, et on se retrouve à Chamonix fin août. Allez, ciao!